Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une de l'actualité, cette mobilisation ce matin sur le campus de Schellcher, des étudiants et des universitaires scandalisés par la fin de la suspension des dirigeants du Ceregmia, alors que la lumière n'a pas encore été faite sur cette affaire. Du matériel vétuste d'un côté, des locaux flambant neufs de l'autre, les pompiers ne sont pas tous logés à la même enseigne, alors que les services administratifs du SDIS déménagent, la mobilisation des pompiers de terrain entame sa deuxième semaine. Plus de 6 millions d'euros pour un projet 4 étoiles, Diamond Rock devrait briller plus que jamais après sa reconstruction. Elle a été votée ce matin en plénière à la région, de quoi relancer l'activité de l'hôtel à l'arrêt depuis 3 ans. Et enfin, ils ont choisi une langue chantante, une langue de tous les jours, celle de leurs ancêtres. Pour le baccalauréat, certains jeunes ont opté pour un oral de créole. On verra ça tout à l'heure. Et notre invité ce soir, vous le voyez, sera Micheline Virgal, membre du comité départemental d'accès au droit, avec qui nous parlerons du salon de l'immobilier, du logement et du crédit qui démarre vendredi à Madiana. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec ce rassemblement ce matin devant le campus de Schellcher. Une poignée d'étudiants soutenus par quelques universitaires étaient venus manifester contre le retour de Fred Selimène et de Kinvi Logosa. Les dirigeants du Ceregmia, le centre d'études et de recherche en économie, gestion, modélisation et informatique appliquée, devaient reprendre le travail aujourd'hui après 1 an de suspension. Une suspension le temps d'éclaircir l'affaire de détournement de fonds publics qui pèse toujours sur le Ceregmia. Céline Chalonneau. Dans un campus quasi désert, une poignée d'étudiants se sont mobilisés ce matin. Pancartes en main, ils manifestent leur colère contre le retour annoncé des dirigeants du Ceregmia, Fred Selimène et Kinvi Logosa. La période de suspension des 2 universitaires est arrivée à échéance hier. Je trouve inadmissible qu'on puisse que ça puisse se faire et qu'on puisse permettre aux personnes de revenir travailler ce matin alors que c'est toujours pas résolu. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas un jugement ? Malgré tous les recours, malgré le fait qu'on ait été frappé à la porte des procureurs, pourquoi n'y a toujours-t-il pas de jugement? Pourquoi ça? Derrière les étudiants, les mêmes professeurs révoltés depuis le début de l'affaire. Certains ne mâchent pas leurs mots. S'il y a des personnes malpropres, faites votre travail, le conseil de discipline, s'il vous plaît. Donc j'en appelle, comme tous ceux qui sont présents ici, à l'État, j'en appelle aux politiques locaux, j'en appelle à tous ceux qui ont du pouvoir pour nous permettre de travailler et de former la jeunesse au lieu de perdre notre temps et d'être dans cette pourriture, car ça sent mauvais. Je me sens surtout indigné. Indigné dans ce pays que l'on appelle la Martinique, qui est, selon la loi, un département. Il y a toute une série de structures qui agissent comme si nous étions encore dans la belle époque des colonies. Pour mémoire, le 26 mai 2014, la présidente de l'université Corinne Mancé-Caster décide de suspendre pour 1 an Fred Selimène et Kinvi Logosa, suite à l'affaire de détournement de fonds présumés au sein de leur laboratoire de recherche. Dans le même temps, le conseil de discipline de l'université est saisi. À la demande des avocats des 2 professeurs, le dossier est dépaysé à Toulouse, sauf qu'1 an après, la section disciplinaire toulousaine n'a toujours pas statué. Il est regrettable quand même que les institutions publiques lambinent à ce point. On peut le regretter. Il y va au fond de l'intérêt de nos populations, de l'intérêt de nos jeunes, de l'université d'une manière générale. Et ce que nous pouvons affirmer aujourd'hui, c'est que Madame la Présidente et son équipe ont en ligne de mire l'intérêt général. Ni Fred Selimène ni Kinvi Logosa ne se sont rendus au campus aujourd'hui. Joint par téléphone mais refusant toute interview, Fred Selimène dénonce, je cite, des actes de délinquance à son égard. Le conseil de discipline à Toulouse devrait rendre sa décision finale le 9 et 10 juin prochain. L'affaire Ceregmia qui sera à l'ordre du jour dans Regard sur l'actu politique. Ce soir, Kathleen Bilascopet interrogera Serge Letchimy sur ses relations avec Fred Selimène, sympathisant historique du Parti progressiste martiniquais. Extrait.
Fred Sélimène, qui est un sympathisant de très longue date du PPM, on l'a encore vu dans les rangs lors de la rentrée politique du parti. Est-ce que vous le protégez, Serge Letchimy? Est-ce que ce dossier pourrait traîner en longueur pour éviter tout procès embarrassant avant les élections? Il y a trois choses. Premièrement, est-ce que Fred Sélimène est un proche? Oui, c'est quelqu'un que je connais bien, c'est un éminent professeur, personne ne conteste ses qualités. Il est proche du mouvement progressiste, c'est vrai. Il a travaillé avec Camille Darcia pendant très très longtemps. Ça, c'est réglé pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Deuxièmement, est-ce que je protège Fred Sélimène? Surtout pas. Et certainement pas, et il le sait clairement. Il le sait clairement, il n'y a pas de soutien. Je l'ai dit très clairement. Vous avez dit aussi qu'il y a une procédure, il y a deux procédures contre cet homme. Une procédure devant la justice, parce qu'on l'accuse d'avoir détourné des fonds, et deuxièmement, une procédure disciplinaire. Mais s'il y a des procédures engagées, laissons les procédures suivre leur cours. Je crois que c'est Toulouse qui analyse la partie disciplinaire et la justice. S'il y a des fraudes, eh bien, la justice condamnera. Donc il n'y a aucun frein politique à ce dossier. Si l'affaire Serregmia sort avant les élections de la CTM, est-ce que ça ne sera pas une épine dans votre pied? Non, pas du tout. Au contraire, si ça sort, l'affaire Serregmia sort, et puis il n'y a aucune condamnation contre Sélimène, je ne sais rien, je ne vais pas tirer profit. S'il est condamné, je n'en tirerai pas profit non plus. Voilà, la suite, ce sera à 20 h dans Regard sur l'actu politique avec, bien sûr, Kathleen Villas-Copette, Eddy Marajo et Mike Irasque. Deuxième semaine de mobilisation pour les sapeurs-pompiers depuis le 11 mai dernier. Ils dénoncent un budget insuffisant et du matériel obsolète. Ce matin, ils ont rencontré la présidente du Conseil général, Josette Manin, au centre d'entretien et de réparation des véhicules de secours à Fort-de-France. Un atelier directement touché par ce manque de moyens. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Isabelle Ferrière et Anaïs Gall. On a plus de 200 véhicules dont il faut assurer l'entretien et les réparations régulièrement au cours d'année pour pouvoir permettre à la Martinique d'avoir une couverture du risque plus que correcte. Actuellement, les conditions de travail à l'atelier sont à la fois techniquement incorrectes et humainement impossibles à vivre. Il nous arrive régulièrement de manquer d'engins. Pas plus tard que ce week-end, le centre de secours de Fort-de-France n'avait qu'un VSAV, enfin une ambulance de disponible. On a des ambulances où on a un seul collier correspondant à une taille, où on va devoir choisir si on a deux victimes, par exemple, laquelle va utiliser le collier parce qu'il n'y a pas de collier, par exemple. Au mois de mai, nous sommes à 15 millions de retard dans les cotisations des communes. Donc pour le fonctionnement du SDIS, ça pose un véritable problème. Ne serait-ce que la mairie de Fort-de-France a 4 millions de retard de l'année précédente et près de 4,5 millions de cette année. Et la présidente du Conseil général, quant à elle, n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet. Les pompiers, rejoints par la CGTM, ont prévu de renforcer leur mobilisation. Des pompiers mécontents donc, et d'autres qui ont le sourire jusqu'aux oreilles. Ce matin, les services administratifs et opérationnels du SDIS, le service d'incendie et de secours, ont entamé leur déménagement. D'ici le 1er juin, ils seront installés dans des locaux flambant neufs. Un changement d'adresse qui mobilise toutes les équipes, car certaines opérations sont assez techniques et même délicates. Anaïs Gall, Isabelle Ferrière. De toutes les façons, les autres boîtes sont prêtes et donc il ne reste que ça. Des bureaux vides et des cartons par dizaines. Pour les employés du SDIS, c'est l'heure d'emballer les derniers paquets. Et comme ils sont une centaine à déménager, mieux vaut être organisé. On a facilement une cinquantaine de cartons. Chaque service a un numéro qui correspond à la porte de son futur bureau. Et donc après, les services qui doivent les ramener vont simplement les positionner dans les futurs locaux. L'opération la plus délicate, transférer le centre de traitement des appels d'urgence, le fameux 18. Il ne faut perdre aucune communication lors du déménagement. Les lignes téléphoniques sont donc basculées les unes après les autres avant d'être testées. Bon, cette Marie, c'est OK pour Only SFR. Qui c'est qui prend cette Marie? Okay. On se fait appeler de peu partout de la Martinique, à la fois sur un fixe et sur des portables, sur différents opérateurs, pour s'assurer que ça sonne bien ici au numéro du 18. Donc on fait ça de façon progressive, on va le faire avec les deux autres lignes, jusqu'à ce que ici ça soit complètement opérationnel. Si l'état-major des sapeurs-pompiers déménage, il ne va pas bien loin, il s'installe juste en face dans une seule et même structure. Un luxe pour ceux qui pendant des années ont jonglé entre plusieurs bâtiments. Le fait d'être dans le même bâtiment va nous permettre d'avoir une meilleure coordination. Imaginez-vous que pour tenir des réunions du conseil d'administration, il fallait aller dans un bâtiment. Pour le service médical, la pharmacie, il fallait aller dans un autre bâtiment. Et tout cela, ça nous faisait non seulement perdre du temps, mais perdre en efficacité.
Au total, ce projet aura coûté près de 16 millions d'euros financés par l'État. Les équipes y emménageront d'ici la fin de semaine. Quant aux travaux, ils devraient être terminés fin juin. Rien ne va plus au foyer de l'enfance de Rivière-Laure à Fort-de-France. Ce matin, les agents affiliés à la CDMT ont empêché la directrice d'entrer dans les locaux. Depuis plusieurs semaines, ils dénoncent ces pratiques managériales qu'ils qualifient de désastreuses. La direction assure ne pas comprendre les démarches des grévistes et qui réclament le départ pur et simple de leur chef, Louis Sabas. Assise dans un arrêt de bus, la directrice du foyer de l'enfance de Rivière-Laure ne peut rejoindre son bureau. En cause, le piquet de grève du personnel affilié à la CDMT. Il dénonce de grosses erreurs de management de la direction et le manque de moyens humains nécessaires au bon fonctionnement du foyer. Madame ne veut pas reconnaître qu'elle n'a pas fait le travail qu'elle devait faire. Par exemple, intégrer les collègues, les renforcements d'équipe, enlever les enfants dans la souffrance parce que ces enfants qui sont placés au foyer sont des enfants qui ont besoin de personnel qualifié auprès d'eux. Voilà une semaine que le torchon brûle entre les grévistes et leurs dirigeantes. Depuis l'échec des négociations et l'installation du barrage devant le foyer. Une situation incompréhensible pour la direction qui affirme avoir œuvré dans le bon sens. Depuis mon arrivée en 2010, j'ai mis 21 postes au concours. Donc en 2011-2012, nous avons titularisé, stagiairisé 21 agents. Et tout cela sans budget. Depuis 2010, nous n'avons pas eu un centime. Le budget est identique. La question des moyens. Cette problématique est balayée d'un revers de main par le département. Selon le Conseil général, ce sont 9 millions d'euros qui sont alloués au foyer de Rivière-Laure. Chaque année, ce budget serait en augmentation. Le foyer départemental représente un tiers du budget qui est alloué aux structures prenant en charge les enfants en difficulté. En aucun cas, je ne peux penser qu'il s'agisse de moyens financiers. Je préfère penser qu'il s'agit d'organisation et de problèmes de management. En tout, ce sont 27 millions d'euros qui sont attribués à l'aide à l'enfance en Martinique. Le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter. Ils étaient au 31 décembre 2013 de 1200. 70% d'entre eux sont confiés à des familles d'accueil, ce que l'on appelle des assistantes familiales, et les autres sont placés dans des foyers, voire dans des lieux de vie. Au foyer de Rivière-Laure, ce sont 82 enfants qui sont pris en charge. Ici, le dialogue semble définitivement rompu. Les grévistes sont fermes, ils souhaitent le départ de leur directrice, une décision qui appartient seule à l'Agence régionale de santé. Direction Fort-de-France maintenant, route de la Fontaine-Didier au domicile de Philippe Ponsard où sont rassemblés depuis 18h avocats, policiers et procureurs pour une reconstitution des faits dans l'affaire Francette Pierre-Émile. L'enseignante y avait-elle été emmenée de force ou s'y était-elle rendue volontairement? Est-ce là que le coup fatal lui a été porté? Voilà les questions auxquelles cette visite sur les lieux avec le prévenu permettront de répondre. Pour rappel, l'enseignante du couvent de Cluny avait été recherchée pendant plus d'un mois fin 2014 avant que la police n'inculpe son ex-gendre. Il avait fini par guider les autorités jusqu'au lieu où reposait le corps de sa victime. Une vingtaine de kilos de marijuana, c'est ce qu'ont intercepté ce dimanche les équipes de la frégate de surveillance le Ventose. Ils étaient à bord d'un Go Fast au large de la Dominique. Le bateau se dirigeait vers la Guadeloupe. À son bord, 3 trafiquants présumés qui ont été interpellés par les autorités françaises. Au total, 5,2 tonnes de drogue ont été interceptées en mer depuis le début de l'année par les services de l'État. Le chiffre du jour, 6 800 000 €. C'est le montant du coup de pouce du Conseil régional pour l'hôtel Diamond Rock. Ce matin, les élus rassemblés en plénière ont voté un plan de sauvetage de la structure. Plus question de la rénover, il s'agit désormais de tout détruire pour tout reconstruire. Un passage obligatoire pour faire face à une concurrence caribéenne rude. C'est donc un projet d'hôtel 4 étoiles avec 109 chambres et 5 villas de luxe qui renaîtra des cendres du Diamond Rock. Le reportage de Guy-Raphaël René. Si en 2013, après la fermeture du Diamond Rock, il s'agissait de rénover l'établissement, aujourd'hui, c'est un projet complètement différent qui a été présenté par Jean Cruzol en plénière. Un nouveau projet qui traite de démolition et de reconstruction d'une nouvelle structure. Il s'agit là de construire non pas un hôtel 3 étoiles ou disons dans cette classe-là, mais plutôt de viser du 4 étoiles, voire même du 5 étoiles. C'est un projet donc qui n'est plus à 14 millions comme c'était le cas en 2013, c'est un projet à 45 millions d'euros. Ici même, le 18 avril 2013, l'Assemblée régionale avait déjà accordé une subvention de 6,8 millions aux bénéficiaires pour le projet de rénovation de l'hôtel. Une aide non consommée à l'époque et qui
Nouveau adopté à l'unanimité ce matin pour le même montant, mais cette fois dans le cadre du projet de reconstruction. Aujourd'hui, la Semaville n'est plus dans l'opération. C'est une société du promoteur qui formule la demande. Et puis, il y aura évidemment l'application des principes de conditionnalité que nous avons élaborés pour l'hôtellerie, ici à la région Martinique, ce qui est une innovation importante. Et donc, ça va être aussi appliqué dans ce cadre-là. Les travaux sont prévus sur une durée de 18 mois entre décembre 2015 et juillet 2017. Récemment, l'hôtel Marouba du Carbet a connu le même sort, une liquidation judiciaire, mais un programme de réhabilitation est en cours pour lui redonner vie à l'instar du Diamond Rock. En revanche, aucun calendrier n'a été communiqué. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on verra comment les élèves de terminale passent leur option créole au baccalauréat. Vous verrez que ce n'est pas toujours facile. Et puis Berbornil nous emmènera ensuite à la rencontre de Jeanne, une Samaritaine de 88 ans qui confectionne des robes d'antan avec une dextérité extraordinaire. C'est impressionnant, vous le verrez. Mais avant, parlons maison. Le 11e salon de l'immobilier, du logement et du crédit ouvre ses portes ce vendredi au Palais des Congrès de Madiana. On en parle avec notre invitée. Bonsoir Micheline Virgal. Bonsoir Fanny. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes juriste effectivement, mais vous êtes également membre du conseil départemental d'accès au droit. 11e salon de l'immobilier, je le disais, dans une Martinique très touchée par la crise. Est-ce que ce genre de rendez-vous, et plus largement l'accès à la propriété, ne sont pas réservés à une certaine tranche de la population aujourd'hui ? Non, ce genre de rendez-vous n'est pas réservé à une tranche de la population. Je pense qu'aujourd'hui, même si on n'a pas l'intention de faire l'acquisition de biens, effectivement, les personnes vont aller pour l'information, un petit peu se renseigner pour savoir comment faire pour accéder à la propriété. Alors, pas mal d'informations pratiques à glaner sur place. Par exemple, le salon de l'immobilier, c'est l'occasion de recevoir des conseils. Comment on peut éviter de se faire arnaquer ? Par exemple, dans ce domaine, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui se plaignent de projets non aboutis ou d'achats qui se passent mal. Comment on peut se prémunir contre ce genre de choses ? Déjà, pour se prémunir contre les arnaques, entre guillemets, il faut vraiment se rapprocher des professionnels en la matière. Donc, c'est vrai qu'on peut acheter un bien de propriétaire à propriétaire, mais il faut faire attention au prix de vente. Il faut voir, est-ce qu'on fait le compromis de vente nous-mêmes ou une promesse de vente devant notaire. Effectivement, en se rapprochant du notaire, nous avons une garantie juridique, puisque le notaire va vérifier le droit de propriété, il va vérifier s'il y a une hypothèque judiciaire sur le bien, si le propriétaire est vraiment propriétaire du bien, s'il a ce titre de propriété. Mais effectivement, on peut se rapprocher également d'une agence immobilière qui est un organisme quand même réglementé. Mais il faut savoir que ce soit propriétaire ou agence immobilière, la finalité de l'action va arriver devant le notaire. Il y a énormément de gens qui sont locataires et qui ont peut-être peur de franchir le pas et d'aller acheter quelque chose. Qu'est-ce qui est le mieux selon vous entre louer et acheter? Comment choisir? Oh, c'est pas évident, vous savez, ça dépend des revenus de tout un chacun. C'est-à-dire que si nous sommes au début de notre vie professionnelle, donc on va privilégier la mobilité, donc on va prendre la location. Donc, mais sinon, si on est déjà prêt, on a des revenus suffisants, ou alors nous sommes en couple, on peut privilégier l'accession à la propriété. Donc ça dépend, on est peut-être pour un moment chez maman, on se dit, donc pour l'instant on fait des économies, donc après on va acquérir un bien, soit un appartement ou une maison. Un appartement, effectivement, nous aurons que la taxe foncière ou les frais de syndic, puisqu'il y a des travaux. Mais il faut savoir que la maison, nous avons la taxe foncière. Donc la personne peut se dire, j'ai déjà pour l'appartement donc le prêt à rembourser. Si j'ai encore les frais de syndic plus la taxe foncière, ça me fait beaucoup. Donc effectivement, la personne se dit, vaut mieux avoir un appartement que d'avoir une maison, puisque la taxe foncière peut être plus élevée que les frais de syndic, mais tout est relatif. Finalement, ça revient plus cher d'être propriétaire que d'être locataire. Ah, vous savez, ça dépend parce que, bon, effectivement, ça dépend si on a acheté un bien neuf ou un bien ancien. Mais d'un côté, vous êtes engagé, c'est un engagement juridique puisqu'il s'agit d'un contrat de deux côtés. D'un côté, vous avez un loyer à payer chaque mois et de l'autre côté, vous avez un prêt à rembourser jusqu'à échéance du prêt. Mais selon moi,
on est locataire dans les deux cas, puisque c'est vrai que nous avons notre titre de propriété, puisque, bon, effectivement, le notaire nous a remis ce titre de propriété, puisque nous avons, mais nous sommes quand même locataires de la banque, puisque jusqu'à preuve du contraire, le bien appartient à la banque, parce que nous pouvons faire l'objet d'une saisie immobilière. On voit beaucoup de biens à vendre en Martinique. Comment se porte le marché de l'immobilier chez nous? Le marché de l'immobilier, il faut dire que la conjoncture est favorable. Elle est favorable aux vendeurs, puisqu'il a la garantie de vendre son bien. Mais peut-être aussi néfaste à ce vendeur, puisque ce dernier peut avoir à payer une plus-value sur le prix de la vente, c'est-à-dire c'est une taxe qui va reverser à l'État. Mais en ce moment, c'est plutôt favorable à l'acquéreur, puisque les taux sont assez bas. Votre antenne sera présente sur le salon de l'immobilier, donc vendredi et samedi. Pour quelles raisons les visiteurs peuvent venir vous consulter? Effectivement, comme vous venez de le dire tout à l'heure, donc on a besoin d'informations juridiques si on est en litige avec un constructeur, si on veut préciser son acquisition, si on veut faire des démarches avant de choisir est-ce qu'on va acheter un appartement ou une maison. Donc effectivement, les professionnels du conseil départemental de l'accès au droit, tels que les notaires, les avocats, les huissiers, mais aussi l'agence départementale pour l'information pour le logement, seront présents sur le stand du CDAD pour permettre à la population, aux justiciables, d'avoir des informations et l'orientation des conseils juridiques sur leurs droits. Merci beaucoup, Micheline Virgal, pour toutes ces précisions. Voilà, rendez-vous donc vendredi et samedi à Madiana, de 10h à 19h. Voilà. Merci beaucoup. En bref, l'indice des prix à la consommation du mois d'avril a été publié par l'INSEE aujourd'hui. Il fait état d'une hausse de 0,3% en avril 2015, plus 0,5% par rapport à avril 2014. Une augmentation due à une sensible hausse des prix de l'énergie et de l'habillement. Allez, des mots quatre paroles pour parler du bakla. Voilà quelques années que notre langue régionale est rentrée dans la liste des matières apprises sur les bancs de l'école. Elle est d'ailleurs proposée au baccalauréat comme deuxième langue vivante ou en option facultative, de quoi faciliter ensuite l'intégration du CAPES de créole à l'université ou tout simplement de mieux connaître les mots de nos anciens. Guy Raphaël René, Anouchka Flieler ont suivi une session d'examen au lycée à Cajouin où l'on enseigne le créole depuis plus de 20 ans. Regardez. Bon, choisi une de ces notions, donc on a 4 notions. S'exprimer en créole aux épreuves du baccalauréat, une occasion rêvée pour certains lycéens de valoriser et mieux assimiler leur langue maternelle. Quand j'étais au primaire, on me disait toujours de ne pas parler créole parce que ça faisait vulgaire, c'était grossier. En arrivant au lycée, je voyais qu'on me proposait l'option créole. Alors je me suis dit, à l'école on me disait au primaire de ne pas parler créole, au lycée on m'apprend à parler créole. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'ai trouvé ça très, très, très drôle aussi. C'est pour montrer que ce n'est pas une langue vulgaire, que c'est une langue comme toutes les langues et que c'est comme les autres langues. En anglais, par exemple, il y a des phases où on va utiliser la vulgarité. Eh bien, en créole, ça serait pareil. Nous retrouvons des personnes que nous ne connaissions pas avant, comme Lumina Sophie. Nous avons aussi étudié les 16 de Basse-Pointe, Chalvet, l'insurrection du Sud et encore d'autres choses du pays. Une langue transmise oralement qui a longtemps souffert de son histoire. Le créole a souvent été le parent pauvre du français qui d'ailleurs a été l'une des composantes de sa genèse. Après une expérimentation ici en juin 2000, le créole s'est officialisé et a, semble-t-il, trouvé sa place à l'école aux côtés du français. C'est l'occasion pour eux de s'approprier un peu mieux leur langue, ainsi que la culture martiniquaise et caribéenne par extension. L'élève peut très bien s'en sortir et au contraire s'en sortir encore mieux quand il progresse dans les deux langues en même temps et qu'il fait bien la part des choses pour ne plus mélanger comme le craignent souvent les anciens qui disent que ce n'est pas une langue intéressante. Alors qu'il n'était qu'une trentaine de candidats à cette épreuve lors de la toute première session dans ce lycée, cette année ils sont plus de 600 à avoir choisi le créole au bac sur l'ensemble du département. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite le JT des communes.
Le JT des communes qui commence à Bellem au Lamentin où une fillette de 12 ans a été renversée par une voiture cet après-midi. Alors qu'elle descendait du bus scolaire non loin de l'école, elle a été heurtée par un véhicule allant dans le même sens que le bus. Blessée à la tête et à la cheville, elle présente également plusieurs hématomes. Elle a été transportée à la MFME pour quelques examens. Selon les premiers éléments, la conductrice de la voiture était en règle. Puisqu'on parle de sécurité routière, revenons à hier avec à Case-Pilote cette trentaine de motards qui a fait face à un contrôle routier. Un groupe de deux roues a littéralement foncé sur un barrage policier à Case-Pilote. Donc, les gendarmes n'ont pour l'heure interpellé qu'un seul des membres présumés de la bande. Une enquête est en cours pour mettre la main sur les autres motards incriminés. Je propose d'écouter les précisions du directeur de cabinet du préfet. Il répond à Louis Sabas. Dimanche soir, lors d'un contrôle de sécurité routière, nous avons eu une véritable agression qui était l'œuvre plus de délinquants que d'usagers de la route. Donc, dans le cadre des contrôles qui étaient organisés pendant tout le week-end de la Pentecôte sur le champ de la sécurité routière, nous avons eu donc ce dimanche soir cette agression où plusieurs motards ont forcé le barrage tenu par les gendarmes dans le cadre d'un contrôle courant de sécurité routière qui visait à la fois à lutter contre l'alcoolémie et aussi contre les comportements dangereux en deux roues motorisées, non-port du casque ou vitesse excessive. Une enquête judiciaire est en cours. Une moto a été saisie lors des faits. Un des contrevenants a pu être arrêté aussi. Et j'attends les suites de l'enquête en espérant que l'affaire ira au bout et que l'ensemble de ces délinquants pourront être punis et sanctionnés. Cet incident, nous n'avons pas eu de blessés et je tiens d'ailleurs à saluer le professionnalisme des gendarmes qui ont su protéger les autres usagers de la route, qui ont su se protéger eux-mêmes et qui ont su éviter que cette agression ne tourne au drame. Il n'y a pas eu de blessés. Par contre, depuis 4 ans, 20 gendarmes ont été blessés sur des contrôles de sécurité routière. Et encore, il y a quelques mois, nous avons eu 2 gendarmes blessés sur le même type d'opération, 2 jours cette fois-ci, où 3 motos ont forcé un contrôle et ont renversé et blessé 2 gendarmes. Voilà pour ce contrôle routier qui, comme vous l'avez entendu, a eu lieu dimanche soir à Case-Pilote. Vous l'avez peut-être ressenti, un léger séisme de magnitude 3,5 sur l'échelle de Richter a secoué la Martinique à 12h25 aujourd'hui. Il s'agit d'un tremblement de terre d'origine tectonique dont l'épicentre est situé à 15 km à l'est-sud-est du Vauclin par 91 km de profondeur. Si vous l'avez ressenti, n'hésitez pas à témoigner sur le site www.franceséisme.fr. Attention à la coupure d'eau demain de 8h30 à 14h30. La cité d'Ilon à Fort-de-France sera privée d'alimentation. Notez également que les communes de Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Trois-Îlets, Font-Saint-Denis et Saint-Pierre subissent en ce moment des perturbations sur leur réseau d'eau potable. La SME assure tout mettre en œuvre pour résoudre le problème rapidement. Un problème qui découle de la sécheresse. L'occasion de vous rappeler que, où que vous soyez, faites attention à votre consommation d'eau car les temps sont durs. On referme cette page d'infos pratiques avec un œil, comme chaque jour, sur la carte de l'EFS. Demain, le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de la Galeria de 9h à 14h. Vous pouvez aussi vous rendre de 9h à 16h à la Maison du Don à la Ménard. On termine ce journal avec une femme dont les doigts sont tellement agiles qu'elle n'a même pas besoin de lunettes pour enfiler ses aiguilles. À 88 ans, Jeanne Dessart est une reine de la couture. Sa passion, les robes d'antan qu'elle propose ensuite pour des défilés. Rencontre avec cette Samaritaine au grand cœur, un reportage signé Hubert Bornil et Michelet François. Nous sommes au quartier derrière moi, on a Sainte-Marie et on découvre Jeanne Dessart, une dame très connue dans le quartier. Cela fait des années qu'elle pratique la couture, ce type de vêtements, de robes traditionnelles. Elle participe à pas mal de concours et surtout défilés. On aurait dit que les années n'ont pas eu de prise sur Madame Jeanne Dessart. C'est une personne respectée et surtout appréciée pour son art de la couture, une passion qui l'anime depuis longtemps. Depuis à 16 ans, après l'école, je suis allée chez une dame pour apprendre à coudre, à broder. J'aimais bien la couture. Jeanne Dessart confectionne toutes sortes de robes traditionnelles. C'est son domaine de prédilection. D'ailleurs, il n'est pas rare que le public puisse découvrir ces modèles lors de défilés. C'est une dame formidable.
Parce que elle fait de très beaux vêtements, elle est très sympa avec les gens et je l'aime beaucoup. Alors oui, c'est une dame que j'ai connue il n'y a pas longtemps et je la trouve très gentille, elle est très sympathique et ses vêtements sont très jolis, c'est du travail soigné, c'est bien fait et franchement rien à dire. Ces modèles sont de tous âges. Elle participe ainsi au concours de reines et mini-reines du carnaval et sa réputation a dépassé les limites de la ville. Bel exemple de froid dans une activité qu'on aime bien. Jeanne Dessart ne met pas l'argent au premier plan. Son plaisir avant tout, c'est de voir évoluer ses robes, justement à l'occasion de défiler. C'est une valeur sûre. Formidable moment qu'on a passé en compagnie de Madame Jeanne Dessart et ses mannequins. On la retrouvera prochainement à Sainte-Marie lors d'un défilé. Voilà, et on salue donc tous les Samaritains. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.